d'abord dire bonsoir à Jean-Paul Moreau. Alors vous écrivez soigner autrement. Soigner autrement parce que vous êtes éthiopathe et c'est une discipline qui est légèrement persécutée, si on peut dire ça comme ça, par le Conseil de l'ordre des médecins. Enfin, vous avez eu quelques petits problèmes. Alors vous faites quoi? Un mélange de... C'est quoi l'éthiopathie? C'est un mélange de médecine chinoise avec un peu de reboutement à la gitane, hein, comme ils font là du côté d'Arles, pour remettre, disons, le cartilage sous les vertèbres avec leurs grosses mains, leurs gros pouces. Hein. Je crois que vous avez d'ailleurs des mains énormes, non? Alors, normal, énorme, tout à fait normal. Ouais. Non, je voulais dire d'abord que j'ai beaucoup apprécié la prospective du professeur Chrétien, mais que malheureusement, moi-même, je suis confronté à la souffrance ordinaire, à la souffrance quotidienne. C'est-à-dire que dans mon cabinet, je rencontre des gens qui ont mal, qui souffrent, qui ont été blessés, qui sont handicapés, et dont l'éthiopathie se propose d'abord de déterminer ce qui a provoqué la souffrance de ces individus et ensuite de les réparer de façon tout à fait manuelle, étant donné que vous parlez des mains. Or, nous savons que la main est l'outil le plus puissant, étant donné que c'est la main qui a le plus de rapport avec le cerveau, étant donné que l'homonculus de Penfield tient à peu près la moitié du territoire sensorimoteur, c'est-à-dire l'importance de l'efficacité de cette main qui peut réparer beaucoup de choses. Alors le professeur Chrétien approuve l'éthiopathe, c'est pas toujours le cas, mais là il approuve. La grande majorité des neurones, effectivement, sensorimoteur code pour la main par rapport aux autres parties du corps. C'est étonnant. Oui. Et j'ai relevé dans le très bon ouvrage de M. Yves Coppens cette notion qu'il appelle l'intelligence digitale. Et cette intelligence digitale, qu'il remarque notamment chez les jeunes gens, chez les tout jeunes, qui se servent de tablettes numériques, d'appareils vidéo, qui arrivent à avoir une dextérité tout à fait fantastique de ses doigts. Ces doigts qui sont connectés, comme nous venons de le dire, avec des aires anciennes frontales qui ont changé d'affectation et qui sont devenus maintenant dédiés à ce travail de la main. Et comme certains musiciens, Django Reinhardt n'avait que 3 doigts, vous parliez de Camargue, de Gitan, Django Reinhardt n'avait que 3 doigts, mais il jouait beaucoup mieux de la guitare avec 3 doigts que certains avec 5, puisque c'est un des meilleurs musiciens du monde. Et cette intelligence digitale nous permet donc de réparer des lésions qui sont internes. Alors, et il y a une notion très importante dans son livre, c'est celle du click option, c'est-à-dire que le doigt, quelque part, en sait plus que nous. C'est-à-dire que le doigt a une connaissance que notre conscience ne nous donne pas. Goethe disait l'homme peut plus qu'il sait, et ça se résume à ça. Bon, alors, l'éthiopathie, on a bien compris, ça n'est pas de la médecine, hein, c'est une discipline tout à fait différente. C'est une question de terminologie. Voilà. Et votre art, ça consiste en fait à soulager les douleurs de gens qui peuvent être jeunes, en fait. Parce que ce que vous nous expliquez, nous on parlait d'immortalité, mais en fait c'est vrai qu'à 30 ou 40 ans, on peut avoir mal partout, notamment au dos. Monsieur Gilbert, et d'ailleurs, vous êtes occupé de tas de gens. J'ai vu ça dans votre livre, là, c'est incroyable. Alain Delon, enfin vos clients, le baron Bic, la famille Dassault, enfin il y a tout le monde, quoi. Tout le monde a mal. Oui. Bon, ben, tout le monde souffre. Donc, j'aimerais quand même faire une précision pour rejoindre le thème. Notre principe en éthiopathie, c'est que chaque individu naît avec un potentiel génétique. Ce potentiel génétique détermine absolument la durée de vie d'un individu. Il ne pourra pas échapper à ce potentiel génétique. Il est différent pour chacun de nous, mais ce potentiel génétique est incontournable. Chaque individu va fatalement, partant de très haut, donc potentiel de 100%, arriver à un potentiel de 0%, qui est la mort. Ce qui va se passer, ce potentiel génétique optimal va être à tout moment grévé. Il va y avoir des bémols qui sont les accidents physiques, les accidents, les chagrins, les deuils, toutes les agressions que nous pouvons subir. Le tabagisme également, qui vont diminuer ce potentiel et créer la maladie. La maladie pour nous, c'est la différence qu'il y a entre le potentiel génétique idéal et l'acquisition d'une perte, ce qu'on appelle la pathologie, la soins pathologique,
Et notre seul objet, c'est de ramener l'individu le plus près possible de son potentiel optimal, qu'il ne pourra jamais dépasser. Professeur Chrétien. Effectivement, c'est tout à fait juste que dans nos cellules, la longévité de la cellule est codée par des séquences de l'ADN qui sont au bout des chromosomes et qui raccourcissent au fur et à mesure que la cellule diminue. Chaque télomère voit sa longueur diminuer au fur et à mesure des divisions cellulaires, et ça programme la mort de la cellule. Sauf qu'aujourd'hui, on connaît parfaitement les enzymes qui sont capables de retricoter les télomères et de les mettre plus longues dans des populations cellulaires. Vous savez qu'on a inventé la télomérase il y a quelques années, et on a cru avoir découvert l'immortalité, et tous les individus qui étaient sous télomérase sont morts de cancer. Bien entendu. On peut se poser des questions. Alors oui, l'éthiopathie, ça guérit tout. Non. Ça guérit tout. J'ai vu. Non, ça guérit. Attendez. Ça guérit. Laissez-moi juste terminer. Oui, mais j'ai vu. Bon, j'ai compris que vous travaillez beaucoup sur le mal au dos, mais j'ai vu aussi que vous aviez eu un client très célèbre, Nicolas Sarkozy. Vous en parlez dans ce livre d'ailleurs. Oui. Et j'ai remarqué un truc. Vous savez, au début, il est arrivé, il y avait toujours l'épaule un peu comme ça là. Et ça a été guéri ce tic. Peut-être par vous, non? J'ai l'impression. Je me suis dit que c'était vous. Oui, je l'ai lu dans la presse et dans un livre. Il n'y a pas de fumée sans feu, disons. Ah bon, d'accord. Ah bon, d'accord. Lui, le feu. Peut-être des cellules souches. Ah, des cellules souches. Vous pensez que vous pourriez vous réparer des tics? Non, je ne sais pas. Vous pouvez pas. Donc ça, c'est l'éthiopathie qui peut le faire. C'est très comportemental. Ouais. Et Yves Coppens. Oui, je voudrais apporter la dimension du temps. C'est mon boulot ici. Hein. Bah oui. La dimension du temps marche très bien dans votre histoire, mais il faut prendre un petit peu de distance et savoir que tout change tout le temps. Tout change tout le temps. C'est-à-dire que cette partie extraordinaire qu'est la main dont vous parlez, si importante chez l'humain, si importante chez les singes, n'a démarré qu'autour de 50 millions d'années. C'est-à-dire qu'avant, la main n'existait pas. Elle servait à s'appuyer sur le sol et puis c'est tout. Et pas l'opposition. Aujourd'hui, on est en train de changer, c'est-à-dire que la saisie a moins d'importance au profit de ce que vous disiez, c'est-à-dire le doigt sur le... le pouce pour envoyer les textos, c'est ça. Voilà. Bon, on n'aura plus qu'un pouce, vous pensez, dans 2-3 siècles? C'est pas impossible, c'est une sélection naturelle. Parce qu'il n'y a pas de raison que les doigts ne s'atrophient pas, ils servent pas à grand-chose. J'ai un garçon qui a 18 ans, quand il était petit, je lui disais, méfie-toi, parce que le aïe-aïe, qui est un petit singe de Madagascar, à force, enfin c'est une sélection naturelle bien sûr, mais à force d'aller chercher des insectes sous les écorces des arbres, a un doigt, regardez-le si vous voyez son portrait, un doigt qui s'est développé de façon extraordinaire. Et le petit garçon, le matin, il me disait, papa, j'ai regardé, ça a l'air d'être normal. Donc on change et on va changer. La médecine, l'environnement culturel dont fait partie la médecine, bien sûr, est en train de nous transformer et d'apporter d'autres éléments, bien sûr. Et ça, non seulement j'y crois, mais j'appuie et j'encourage. Mais par ailleurs, biologiquement, on n'a pas de raison de ne pas changer. Donc on peut devenir d'autres êtres avec une tête différente qui peut-être n'aura pas cette souffrance psychologique ou l'aura différemment. Oui. On a déjà beaucoup grandi. Quand on regarde les sorties des écoles, c'est incroyable ce que les enfants sont grands. Oui, alors comment être éternel, justement, si, comme le dit Yves Coppens, nous n'arrêtons pas de changer? Peut-être qu'un jour on va perdre nos ongles, n'est-ce pas, professeur? C'est tout à fait possible. On a perdu les poils déjà. Entre le préhumain que vous racontez, qui a mangé, qui a bouffé tous les hommes de Néandertal qui ont disparu, parce qu'apparemment, ce serait une explication de la disparition d'une variété humaine. Oui, qui a été éradiquée. Oui, ça vous fait. Ouais, c'est vous qui le dites dans votre livre. Hein. J'ai lu ça ça faisait partie de vos nouvelles de la préhistoire. Bon, il se passe 1000 choses. Comment l'homme peut espérer être éternel si tout change, si on est un petit peu darwinien à un moment? Oui, mais ça peut changer dans le bon sens, dans ce sens-là. Moins souffrir. Fabrice Chrétien. Oui, moins souffrir, effectivement, avoir un corps plus robuste et puis mourir quand même. Donc jouir davantage de la vie, c'est simplement ça. Alors, de toute façon, la mort est la mort, tous les êtres vivants. La question qui va fâcher, parce que là, bon, vous n'êtes pas en difficulté, tout le monde vous écoute avec admiration, sauf Vincent Cespedes. C'est la question qu'il aurait dû poser d'ailleurs. Il y a une énorme injustice dans tout ça. Ça va très bien, c'est que si on a un peu d'argent, on va pouvoir vivre très vieux. Si on n'en a pas, on va mourir, à l'âge... C'est le cas actuellement. C'est le cas déjà. Voilà. C'est déjà le cas. De vie. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds deux choses. Que déjà, effectivement, c'est le cas. Il y a une injustice terrible vis-à-vis de la maladie, même dans notre pays, qui est un pays industrialisé, qui investit beaucoup dans la médecine et qui dépense beaucoup d'argent pour la médecine. Donc c'est déjà le cas. L'autre chose, c'est que
Je pense que les stratégies thérapeutiques qu'on est en train de mettre en place, si on prend l'exemple du séquençage du génome, le premier séquençage du génome dans les années 90... racontez ça un peu en détail. Il a duré une vingtaine d'années de décrypter tout le génome humain. Jacques Monod, prix Nobel à l'Institut Pasteur en 1970, disait que ça n'était pas possible parce que la tâche était immense et que ce génome était extrêmement compliqué. Bon, début 2000, on l'a complètement décrypté, on est capable de le lire. Il a fallu une vingtaine d'années pour faire ce décryptage du génome humain. Ça a coûté 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, le même décryptage du génome humain est fait en une nuit par un automate qui est une machine de la taille d'un percolator qu'on met sur un bureau et qu'on branche à de l'électricité. Et ça va coûter très probablement, aujourd'hui c'est quelques milliers d'euros, et dans quelques mois ou quelques années, mais plutôt quelques mois, ça coûtera quelques centaines. Ça sera offert ou ça coûtera quelques centaines d'euros. Ce qui permet d'ailleurs de faire de la médecine sur mesure, en particulier dans le cancer, puisque très vite on va pouvoir séquencer l'ADN d'un patient, l'ADN de la tumeur, comparer et donner une stratégie ciblée. Et puis surtout, on saura avant qu'il va avoir un cancer c'est effectivement aussi la possibilité de développer de la médecine préventive. Donc le coût, il est à replacer dans cette évolution technologique qui va très vite. Aujourd'hui, un ordinateur très puissant, on en a tous sur nos bureaux, ça coûte beaucoup moins cher que les grands calculateurs des années 80. Ils ont pourtant une puissance très importante. Ça va très vite, c'est vrai. Alors, c'est la loi de Moore. Comme objection, c'est une objection existentielle, on peut rien dire. Le prince du transhumanisme, Ray Kurzweil, lui, on sait très bien que transhumanisme, augmenter l'homme, modifier l'homme, adjoindre de la machine pour qu'il dure le plus longtemps possible, qu'il soit super fort, super costaud, super résistant, etc. Des petites piles un peu partout. Voilà. Donc c'est un vrai courant très optimiste d'ailleurs sur l'avenir de l'humanité. Mais lui, regardez sa vie, il a, je crois, 70 ans. Il mesure son poids tous les jours, il est obsédé de cachets, je crois qu'il prend 60 cachets par jour pour pouvoir avoir les vitamines qu'il faut, les régimes qu'il faut, etc. C'est un être humain qui est une pharmacie ambulante, parce qu'il a été surmédicalisé, il n'a que de la médecine dans la tête. Et alors c'est pas une vie. Non mais arrêtons. Prendre quelques pilules le matin, arrêtez. Vous êtes cynique. Ça embête personne. Vivre sa vie. J'ai fait, je fais partie d'un cycle de conférences sur le grand âge, où j'interrogeais des personnes très âgées. Je vous garantis qu'elles ne disent pas le corps, il n'y a que le corps qui compte. Elles ne parlent de leurs amis passés, elles parlent de leurs amours, elles parlent du sens de la vie, de la transmission des nouvelles générations, de l'émerveillement de leurs petits-enfants. C'est ça la vie, c'est pas un corps, une sorte de squelette mécanique qui fonctionne. Donc ce qu'il faut, c'est concevoir la jeunesse d'un point de vue existentiel. Arrêtons avec la médecine. Oui, mais pourquoi opposer les deux? Qui dit qu'il Mais parce qu'on l'oppose. On l'oppose, naturellement on l'oppose. Tout le débat est centré sur l'idée d'une carcasse qu'il faut reboulonner pour que ça marche. Pas du tout. Depuis le début, on débat sur la santé mentale. Le problème de la jeunesse, il est politique, il est pas simplement médical. Le problème de la jeunesse, j'adore cette phrase de Jacques Ellul. Il a fait une très belle analyse de la jeunesse. Il montre qu'en fait, le propre de la jeunesse, c'est d'être inadapté. Et c'est pour ça qu'on l'aime, la jeunesse. Elle n'est pas encore dans les bonnes cases, elle n'a pas la politesse. Mais comment l'occuper déjà? Lui donner du boulot avant de lui préparer l'éternité. Mais oui, c'est une question. Non, mais la vraie question, c'est comment la jeunesse inadaptée, elle peut remettre en question notre propre mode de vie. Comment la jeunesse inadaptée peut nous poser des questions qu'on ne se pose plus. Nous sommes dans l'émission Les Grandes Questions. C'est cette jeunesse inadaptée qui va pouvoir poser des questions politiques sur l'organisation sociale, sur l'éducation, etc. La jeunesse a des choses à nous dire par son inadaptation même. Là, on est dans une sorte de vision de l'homme suradapté qui garde sa carcasse et qui laisse pas place aux jeunes. Moi, je suis plutôt pour place aux jeunes. On a maintenant des vieux croutons qui se remettent à faire l'amour avec leur bonne femme parce qu'ils ont le Viagra. Et leurs bonnes femmes n'en veulent plus. Là, sont jeunes un peu aussi. Monsieur Coppens, je poser une question à Monsieur Coppens. Je voudrais dire deux choses rapidement. Je suis d'accord et pas d'accord, ce qui est normal. Premièrement, la transmission, je l'applique. De toute façon, les jeunes, je les respecte et je les admire et je les fréquente depuis les tout petits jusqu'aux plus grands. Je suis un garçon de 18 ans, ça m'a permis de suivre ça de près. Mais par ailleurs, je n'estime pas être tout à fait vieux crouton. Et ce crouton-là, j'ai bien l'intention de le faire poursuivre son existence et son activité. Parce que ça me plaît aussi beaucoup. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, absolument. Avec une machine, prendre rendez-vous avec le professeur Chrétien. Juste la gérontocratie française qui fait qu'on a une société de vieux gouvernée par des vieux. Et la France est un quart de vieux. Et à un moment, on en a marre, quoi, tout simplement. Avec une machine corps humain qui fait... Imaginez 200 ans. Oh là là. Ça vient plus vite qu'on croit, tu sais, la vieillesse. Oui, je sais. Non, mais je me mets dans le cas. Je me mets dans le cas. Monsieur Coppens,
Alors, question toute simple. Avant d'aller voir le professeur Chrétien, je pose d'abord cette question à Frédéric Lenoir. Est-ce que la meilleure façon pour rester jeune, ça n'est pas tout simplement d'être heureux? Ça aide. Alors, ouais. Comme dit Voltaire, j'essaye d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Donc c'est évident que le bonheur, quand on est bien dans sa vie, eh ben, tout simplement, on va mieux à tout point de vue. Hein. Il y a un cercle vertueux de la santé et du bonheur. Donc c'est un livre qu'on peut acheter avec la carte vitale. Je crois qu'à tous les âges, on a besoin de comprendre qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous apporte un équilibre dans notre vie. Et moi, je crois que le bonheur, c'est un équilibre entre le plaisir et le sens. Le plaisir, c'est dans tous les domaines, à la fois du corps, mais de l'esprit, mais de l'amitié, mais de l'affection, dans tous les domaines, avoir du plaisir. Mais en même temps, savoir hiérarchiser ses plaisirs, savoir mettre un ordre de valeur, savoir renoncer à certaines choses pour valoriser d'autres. Et ça, c'est parce qu'on donne du sens à son existence, parce qu'on choisit des priorités. Je crois que c'est cet équilibre entre sens et plaisir qui permet de trouver un équilibre. La vie, le bonheur, c'est un équilibre à trouver. Et moi, je trouve que dans ce débat, il n'y a pas à opposer tout ce qu'on a opposé là. Tout va ensemble. Au fond, je me réjouis que le corps puisse aller de mieux en mieux, qu'on puisse être de plus longtemps en bonne santé. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Mais je pense qu'il faut avoir conscience qu'à côté de ça, il faut se battre politiquement pour lutter contre l'injustice, pour qu'il y ait de plus en plus de respect des individus dans le monde, qu'il faut se battre pour que les individus aient aussi accès à une vie de l'esprit, à la connaissance. Ce qui nous rend heureux, c'est aussi la connaissance, c'est aussi une qualité de relations affectives, et que tout ça est important. Donc il ne faut pas opposer le corps à l'esprit, on a besoin des deux, on a besoin du politique aussi, et c'est ce qui fait que l'humanité peut aller mieux. Le progrès, c'est un mot qui englobe tout ça, ce n'est pas uniquement le progrès de la médecine. Alors plus on est heureux, plus on peut vivre vieux, professeur Chrétien? Il y a un champ entier de la recherche qui se développe actuellement sur la communication en fait, entre le système nerveux, quelque chose d'affectif, et puis les conséquences somatiques. Initialement, c'était un gros mot, moi, quand j'ai fait mes études médicales, de parler de psychosomatique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des conséquences somatiques, développement de cancer, immunodépression, suite à un choc affectif. On connaît le placebo depuis longtemps quand même. Hein. Le placebo. Ça va dans ce sens-là, c'est exactement le même mécanisme. Hein. Et donc être en bonne santé, être psychiquement dans une santé convenable, favorise effectivement un fonctionnement organique du corps humain qui est parfait. Je pense qu'il ne faut pas opposer là encore les deux entre. Soyons heureux pour vivre heureux. Oui, MacLean avait écrit un ouvrage passionnant qui s'appelle L'homme des trois cerveaux, dans lequel il expliquait que nous avions un cerveau qui est un cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau qui commande le corps, qui lui ne pouvait pas échapper aux lois de la génétique, que nous avions un second cerveau qui était le cerveau limbique, le cerveau mammifère, le cerveau des affects, des émotions, qui lui fonctionne essentiellement avec des neurohormones, et dont il peut être jeune beaucoup plus longtemps, parce que ces neurohormones ne vieillissent pas, elles se renouvellent. Et ensuite, il y a le troisième cerveau, qui est le cortex, le néocortex, qui est celui de l'intelligence, qui est tout à fait propre à l'humain. Et également, il y a une fonction qui n'a rien à voir avec un vieillissement, même si dans le temps, il peut y avoir les maladies neurogénératives qui vont l'altérer, mais elles sont très tardives. On peut ralentir considérablement ce vieillissement, et les hommes de grand âge peuvent être d'une jeunesse d'esprit et de cœur tout à fait surprenante. Alors, pour vivre vieux, est-ce qu'il faut pas aussi beaucoup de sexe, Macha Meres? Alors moi, c'est pas seulement de sexe. Je veux parler de jouissance. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont plus d'aptitude que d'autres au bonheur. Mais je pense qu'on peut faire des exercices. Et les exercices, c'est de se réjouir, d'entendre une belle musique, de boire un bon verre de vin, de regarder un beau paysage. Ce sont quand même des gammes que l'on peut faire pour essayer d'apprécier le monde qui nous entoure. C'est bête comme chou, mais je vous assure que ça peut... C'est comme quand Pascal disait qu'il faut s'agenouiller pour avoir la foi. Moi, je pense qu'il faut humer le monde pour l'aimer. Que c'est beau. C'est pas mal, c'est beau. Ah, c'est bien, c'est bien. On devrait s'arrêter là, mais enfin, on a encore quelques minutes. Vincent Cespedes, vous, est-ce que vous croyez que c'est l'ambition là qui peut nous permettre de vivre Alors l'ambition, plus longtemps encore? C'est un mot compliqué. Parce que ça entraîne. Ah oui, l'ambition, c'est la passion de la passion. Déjà, quand on est passionné par quelque chose, c'est déjà bien. On se réjouit, on est un peu obsédé, on est un peu... Mais quand on se passionne pour la passion qu'on a pour quelque chose, ça devient complètement fou. Donc l'ambition, c'est une forme de folie, à mon sens nécessaire dans pas mal de secteurs. Pas de progrès sans ambition. Voilà, pas de progrès sans ambition, mais ça touche tout, hein, le sport, la médecine, la philosophie, les comédiens. L'ambition, c'est effectivement l'idée d'une vie extrêmement intense. L'ambition d'atteindre Milan.
l'ambition d'atteindre bilan, l'ambition de la gloire, de la notoriété. N'oublions pas que l'ambition, étymologiquement, ce sont ceux qui briguaient des mandats dans la Rome antique, qui tournaient en rond, qui déambulaient et qui étaient suivis par leurs followers de l'époque qui étaient en toge. Et plus ils avaient de followers, plus... C'est là que vient le mot. Tourner en rond, ambiré. On apprend des choses. Hein. Et oui, et donc l'ambition, c'est toujours se dire que voilà, je veux avoir une notoriété politique pour pouvoir agir sur le monde. Donc c'est pas simplement l'ambition d'être heureux, tout ce qu'on entend aujourd'hui, l'ambition d'être bien, c'est l'ambition d'avoir un impact politique sur le réel. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en panne d'ambition, en France notamment, et je pense que la jeunesse, on lui interdit toute ambition, et ça commence par l'éducation nationale, qui est une éducation anti-ambitionnelle. Il faudrait peut-être changer ça, réinjecter de la passion dans l'acte d'apprentissage, qui est un acte quand même magnifique. Et inévitablement, un peu d'élitisme qui nous manque cruellement, je trouve, justement, dans l'éducation. Quand ils viennent au laboratoire, mais c'est pas politiquement correct du tout. Quand les étudiants viennent dans un laboratoire et ont la possibilité de développer quelque chose de créatif, là, on leur fait redécouvrir effectivement l'ambition. Et au début, parfois avec un peu d'inhibition. Alors, je vais vous demander maintenant à tous de révéler aux téléspectateurs votre secret de jouvence. On va commencer par vous, Frédéric Lenoir. Vous ne pas dire seulement c'est le bonheur, hein. Soyez un peu plus précis. Non, pas du tout. Moi, j'essaye, et ça rejoint ce que disait Macha Merrill, j'essaye vraiment de vivre pleinement chaque instant présent, en goûtant chaque sensation, chaque Aurèle, ouais, mais il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Chaque jour, exactement. Et donc, je prends du plaisir dans tout. Parce que j'essaie d'être attentif à tout, et ça me rend heureux, c'est la conséquence. Mais déjà, vivre intensément chaque chose, de savourer chaque moment de la vie. À quel âge vous comptez mourir ? Alors moi, j'ai aucun projet, je laisse faire le destin. Mais 350 ans, il peut vous arranger le coup, le professeur Chrétien. Oui. Je préférerais vivre surtout une vie de qualité le plus longtemps possible. Bon, alors je rappelle le titre de votre livre, Du bonheur, un voyage philosophique. Je dirais vraiment, c'est un très très beau voyage, je le répète, c'est vraiment un livre très réussi qui fait beaucoup de bien. C'est à vous maintenant, Vincent Cespedes. Votre secret à vous. Secret de jouvence, pour moi, c'est la philosophie, au sens d'une passion de connaître, d'apprendre. Et apprendre, c'est pas simplement dans les livres, c'est une grande part de ma vie, mais c'est aussi au contact, dans des débats comme ça, au contact de l'autre. J'ai un amour profond de l'autre, je m'identifie beaucoup. L'échange philosophique. Oui. Et puis, sinon... C'est pas seulement l'écriture du livre, c'est plutôt... Non, c'est l'échange, c'est l'échange d'idées, je me nourris de ça. Pour moi, j'ai une vision un peu vitaliste des choses, je pense que tout est transmission d'énergie. C'est une vision un peu passée de mode, mais moi je pense d'ailleurs elle revient avec les philosophies orientales. Je pense que tout est transmission d'énergie, on s'est transmis de l'énergie, et je vois les rapports humains comme ça en transmission énergétique, donc c'est me shooter de la vie et me shooter aux autres. Alors, pour shooter de la vie, l'ambition ou l'épopée de soi par Vincent Cespedes, aux éditions Flammarion. Jean-Paul Moreau, votre secret? Moi, je vis mon désir, c'est-à-dire je passe la moitié de ma vie en Camargue. Oui, sur un cheval, hein, si j'ai bien lu, soigné autrement. Des chevaux sauvages, avec mes chiens, mes chevaux, la moitié du temps. Et là, je retrouve les énergies dont parle notre ami, des énergies qui sont comme celles qui étaient au début du monde, puisque la Camargue est un pays qui n'a pas changé depuis la naissance de l'humanité, ou même du monde. Oui, voilà. Et d'être aussi avec des patients qui souffrent et de pouvoir leur amener le soulagement, les guérir et les voir retrouver une santé normale. Ça, c'est un immense bonheur qui me satisfait pleinement. Alors, soigner autrement, c'est le destin d'un éthiopathe raconté par lui-même, Jean-Paul Moreau, sur fond de Camargue. Hein. Bon, Fabrice Chrétien, vous n'avez pas de livre, mais je suis sûr qu'on en aura bientôt sur vos secrets, justement, en avant-première. Est-ce que vous pouvez nous donner vos secrets de jouvence? Je crois qu'on est pluriel, hein. On est tous d'accord, quelque chose qui tourne autour de la fascination, la contemplation. Donc regarder le vivant, ce qu'on fait tous les jours au laboratoire, ça c'est un secret de jouvence incroyable. Parce que l'harmonie dont on parlait tout à l'heure, elle est là, elle est dans le fonctionnement normal d'un tissu vivant avec de l'énergie qui passe entre les cellules. Et ça, on peut le voir aujourd'hui. Vous, c'est particulier, oui, c'est de voir les cellules vivantes, ça vous excite. D'autres, ce sont les animaux ou ce sont les plantes. Vous regardez derrière le microscope, c'est fascinant. Qu'est-ce qui est fascinant? L'interaction du vivant, l'harmonie, le fait que toutes ces cellules vivent en même temps, parfaitement coordonnées, qu'elles sont capables d'action de millisecondes, c'est fascinant. Bon, alors vous êtes chercheur aussi. À l'Institut Pasteur, on aimerait bien avoir des recettes un peu plus précises et concrètes. C'est possible? Les ampoules de cellules souches, je peux vous en prêter, mais... Qu'est-ce qu'on en fait? On se les injecte, on les suce, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on peut effectivement réfléchir à plusieurs types de dispensations. Alors, vous pouvez nous expliquer c'est quoi? Où est-ce qu'on se les procure? Ces cellules souches, en fait, elles sont
naturellement dans nos tissus. C'est ça qui est extraordinaire. On fabrique des neurones la veille de notre Machameril, il en a mort. plein, hein, d'ailleurs. Ouais. Et bien entendu, autant qu'un individu plus jeune, d'où la nécessité de recadrer un peu le débat, c'est naturel les cellules souches. Il y en a dans notre cerveau qui fabriquent des neurones, il y en a quasiment dans tous nos organes sauf dans le cœur. Donc elles sont là, elles font un travail pour lequel elles sont programmées, et si on peut leur donner un petit coup de pouce ou les... Alors concrètement, c'est quoi? On va voir le médecin, on lui dit, monsieur... Il proposera dans quelques temps, le médecin. Dans quelques temps, je suis persuadé qu'à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde, on va donner de la trinitrine pour soulager la douleur, augmenter la dilatation des vaisseaux, et puis injecter à l'endroit où le cœur est mort des cellules qui refont du cœur. On sait où elles sont, ces cellules, on sait comment les différencier, on sait comment les produire au laboratoire. En Italie, on greffe des cornets avec des cellules fabriquées au laboratoire qui sont les cellules du patient. Donc ça se fait déjà, ça? Ça se fait déjà. Ça va se développer? Déjà, c'est Oui, ça. voilà, on l'a fait pendant très longtemps pour les végétaux, effectivement. Bon. Et, excusez-moi, je recommence, mais la cellule souche, comment vous allez la... Comment on la prend, comment on l'extrait, comment ensuite on se l'injecte, enfin, c'est quoi ce processus? Déjà, on peut la mobiliser, c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec les cellules souches de la moelle osseuse. On pensait qu'elle était à l'intérieur de nos os, dans la moelle, celle qui donne les globules blancs. Eh bien, aujourd'hui, on sait qu'en injectant différentes molécules, on est capable de la faire sortir de sa niche et d'aller circuler dans le sang. Et comme on fait une transfusion, la prélever en périphérie. Mais on peut faire une biopsie de muscle. Pour la peau, il suffit de quelques poils pour avoir les cellules souches qui forment la peau. C'est organe spécifique. Donc il faudra aller la chercher là où on la veut. Mais bon, après on la fait se développer, puis après on la met dans une boîte de culture. On fait attention à ce qu'on fait à ce moment-là parce qu'il ne faut pas épuiser ses capacités. Ça c'est mon sujet de prédilection. Lui donner l'environnement où elle peut se développer un petit peu et puis ne pas trop perdre ses capacités. Ne pas en injecter des millions parce que ça ne sert pas nécessairement. Injecter la bonne dose au bon endroit. Et vous le faites ça déjà Pas du tout chez l'homme. On n'en est pas là pour l'instant. On est beaucoup plus fondamental. Chez qui? Dans des boîtes de culture ou bien dans des modèles animaux. Quel type de modèles animaux? Des souris. Des souris. Alors, Machameril, maintenant, votre secret, là, je sais pas, ça paraît tellement évident. Attends, moi, le mot-clé, c'est le mot jouir. Jouir d'une relation amoureuse, d'un repas, d'une découverte. Et dans le mot jouir, il y a la connaissance, il y a le savoir, il y a la conscience. Je pense qu'il faut développer la conscience. Hein? La conscience, c'est-à-dire? C'est-à-dire, un peu plus il faut précise. savoir ce qu'on fait. Il faut ne pas être, il faut être spectateur de soi-même en même temps. Savoir que l'on jouit quand on jouit. Exactement, voilà. Voilà, ça devrait être la caractéristique des humains. Ça n'est pas toujours, mais... Ça ne l'est pas toujours. Il ne faut pas être embarqué, il faut être lucide. Moi, je suis pour l'amour lucide, l'ivresse lucide, la joie lucide et le rire, parce que le rire, c'est une forme d'extase aussi. Et que tout ça, c'est tout le panel extraordinaire, le catalogue que nous avons des jouissances. Eh ben, vous pouvez aller rire en allant voir Machameril dans Rapport intime, la pièce du très talentueux Didier Van Coblert au Théâtre des Bouffes parisiens, tous les soirs. Yves Coppens, votre secret? Ben, j'y pensais, je n'ai pas de stratégie. Moi, si vous voulez mon avis, ça va bien. Merci beaucoup. Je suis très optimiste, j'ai l'impression d'être très heureux. Mais Machameril a dit qu'il fallait avoir la conscience de... Alors vous avez oui, bien... Oui, en toute connaissance, tout faire en toute connaissance de cause, ça, comptez sur moi. J'aime bien les gens, hein, je le répète, j'aime beaucoup les gens, c'est spontané, j'aime bien les gens quels qu'ils soient, les tout petits et les tout vieux, ceux qui sont intermédiaires aussi, et ça me facilite la transmission de ce que je crois connaître. Et autrement, pour terminer sur une plaisanterie, vous savez bien que mon but, c'est de tomber sur un os. Oui, mais moi j'ai envie de rajouter quand même aussi, votre secret, c'est que vous travaillez comme une bête. Hein, c'est ça depuis longtemps. Non, mais vous travaillez, enfin, oui, je travaille tout le temps. Mais c'est mon bonheur aussi. C'est une partie de ce bonheur. Oui. Voilà, et vous faites le bonheur des lecteurs. Le présent du passé au cube par Yves Coppens, des dernières nouvelles de la préhistoire aux éditions
Odile Jacob. Merci à tous, merci à Vinvin, notre homo numericus qui a tweeté tout au long de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire jeudi prochain, autour de 21h40 sur France 5 pour une nouvelle édition des grandes questions consacrée à penser autrement avec deux têtes d'affiche, François Fillon et Michel Onfray. À la semaine prochaine.